Comment ça, il n'y aura pas de tomates dans la livraison? Mais tu sais très bien que moi j'ai besoin de tomates pour mon service, c'est pas possible. Enfin, c'est pas la première fois que tu me fais le coup en plus, là je vais encore devoir courir partout. Encore une galère de la restauration. Julien! À table! J'arrive! Bonjour, bienvenue dans l'émission À table, l'émission qui met en avant des parcours inspirants. Aujourd'hui, on reçoit qui, Julien? Aujourd'hui, on reçoit le king de la croustillance. Tous ces plats croustillent, c'est simple, c'est ça son concept. Monsieur Vincent Ledoux. Bonjour Vincent, comment ça va? Ça va très bien et Alors, toi? est-ce que tu connais le concept de ce podcast? Est-ce que tu sais comment ça se passe? J'ai regardé un petit peu, ouais, Julien, je est-ce que connais tu peux nous le rappeler un concept. peu les conditions Les conditions de ce podcast, Ouais, en c'est fait, ça. le concept ici, c'est qu'on cuisine nos invités. Ah, On va commencer par une entrée où il va nous raconter un peu son parcours, comment il en est arrivé à créer cette belle marque qui est Crisp. On va ensuite mettre les pieds dans le plat, à savoir chercher des détails croustillants, c'est le cas de le dire, avec le cas de le Crisp, dire. où il va je nous crois que raconter son ses c'est galères, ça? un petit peu les backstage qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les réseaux sociaux. Et ensuite, on va passer au dessert, où là, il va nous parler plus de ses perspectives de développement avec son enseigne. Et enfin, à la fin d'un repas, il faut payer. Et chez À table, comment est-ce qu'on paye, Mohamed? Mais je crois qu'on paye avec un conseil. Un conseil pour nos C'est auditeurs, parti. exactement. Et j'imagine que Vincent, en matière de conseils, va nous éblouir, puisque tu m'as déjà parlé un peu de lui. Je t'ai déjà un Vous peu... vous connaissez, Ouais. Julien, je crois. Alors, on se connaît bien avec Vincent. En fait, il se trouve qu'on a été dans le même foot court à Paris 10e. Bon, ça s'est pas super bien C'était fini. pas un concept de dingue. C'était Il a pas voulu payer l'addition c'était pas un franc succès, mais en tout cas, on a fait des belles rencontres et du coup, je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui, Vincent, sur ce podcast. Du coup, Merci beaucoup. déjà Crisp, déjà dans le nom, ça croustille. Est-ce Ça que tu veux croustille. nous parler un peu de ce concept? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Crisp? Qu'est-ce qu'on mange chez toi? Exactement, comme le nom l'indique, c'est CRSP, il n'y a pas de voyelle, c'est un bruit. Crisp. Donc déjà, pour le prononcer, il faut croquer dans un de nos sandwichs, comme ça vous arrivez à le prononcer. Et chez Crisp, en fait, on va pas travailler une origine comme un restaurant italien, un restaurant marocain, un restaurant français, ou un format, le burger, le bowl, le tacos. Nous, c'est une texture, le texture Crisp, le croustillant. Et en fait, c'est une grosse force, c'est-à-dire qu'on peut aller s'adapter à toutes les tendances. On sait que dans le marché de la restauration rapide, les tendances, elles évoluent beaucoup, les modes de consommation, ils évoluent énormément. Et nous, du coup, on a choisi de travailler une texture, un nom bien identifiable, qui est d'ailleurs international, parce que c'est un bruit. Et avec ce bruit, finalement, on peut aller travailler ce qu'on veut. Donc, on va faire du burger, du bowl, de la salade, un sandwich où vous pouvez manger l'emballage. Et tout ça sous deux formats, enfin, sous deux matières premières, sous deux produits basiques. Soit le poulet, soit une base végétarienne, qui est un falafel revisité. Et tout ça enrobé de notre panure ultra croustillante, spécifique et grand secret de fabrication. Ça donne envie. Moi, j'ai mangé, franchement, c'est terrible. Du coup, merci pour cette présentation, Vincent. Du coup, on va commencer ce repas avec une entrée. Allons-y. Parle-nous un peu de toi, Vincent. Je sais que tu as des associés dans ton projet. Est-ce que tu Exact. peux nous en parler un peu? Comment, en fait, vous en êtes venu à créer ce concept, ce bruit Crisp? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Avec grand plaisir. Écoute, on est 3 associés à la base. Maintenant, on est 4. Il y a un quatrième personne qui est montée en associé. Et tout à la base, j'ai une grande amitié avec un de mes associés qui s'appelle Grégoire Vernet. On se connaît du collège. Il est arrivé dans mon collège quand on avait 15 ans. Et directement, c'est une rencontre où on a flashé directement l'un sur l'autre parce qu'on était tous les deux alignés sur l'envie d'entreprendre. Il y en a qui rêvent d'être pompiers, archéologues. Nous, on voulait être entrepreneurs. On voulait créer des projets ensemble. Et donc, dès nos premières discussions, on parlait d'entrepreneuriat, de comment on allait révolutionner le monde. Et après, la vie s'est faite. On a fait notre lycée. On a continué à entreprendre pendant notre lycée. On a déjà lancé des projets. Ensuite, on a fait des écoles supérieures. Personnellement, moi, j'ai fait un DUT. Après, je suis parti une année sabbatique en Angleterre. Et après, j'ai passé le concours pour entrer à l'école hôtelière de Lausanne. Et pendant l'école hôtelière Lausanne, j'ai monté des projets. J'avais une boîte d'événementiel. Après, j'ai eu une boîte en écologie. On aidait les hôtels à devenir plus éco-responsables et qui marchait très bien. Et en fait, moi, je suis de la génération Covid, c'est-à-dire qu'on a fini en 2020, en juin 2020, nos études et ça venait d'être le Covid. Du Et coup, j'avais- pas de taf. Du coup, au-delà de ça, j'avais une entreprise. Et en mars 2020, mon entreprise, on accompagnait les hôtels à devenir plus éco-responsables. Donc, on gagnait de l'argent avec ça. Sauf que mars 2020, les hôtels, ils répondent plus au téléphone, ils sont fermés. Ouais. Donc, Et ça, c'était avec Grégoire, du coup. non. Ça, c'était avec d'autres associés à l'intérieur de l'école hôtelière de Lausanne. Ok. Grégoire, de son côté, lui, a fait une école qui s'appelle l'EM Lyon, qui est une grosse école de commerce que Julien t'a fait aussi. Oui. Et lui a créé une boîte de com pendant ses études. Il a fait plusieurs boîtes, mais à la fin de ses études, il avait une boîte de com qu'il a développée parce qu'il a fini une année avant moi. Donc, il a développé, il commençait à accompagner tous les restaurants de la ville de Lyon. Il leur faisait la communication, Instagram, les réseaux sociaux en général, LinkedIn et autres, plein de vidéos et créateurs de contenu.
Et en fait, moi, du coup, en mars 2020, ma boîte, elle coule, parce que du coup, il n'y a plus d'hôtel ouvert. Et du coup, j'avais un coloc qui s'appelle Antoine Abikhalil, qui est le 3e associé. Lui, qui a un grand talent, c'est que certains ont l'oreille absolue. Moi, j'ai toujours qu'il a le palais absolu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est vraiment très, très fort pour goûter des plats, reconnaître toutes les saveurs, reconnaître les différents ingrédients à l'intérieur de chaque plat. Et c'était mon coloc, du coup, je me régalais tous les soirs. Il faisait toujours à manger, c'était incroyable. Et en fait, on a remarqué qu'en Suisse, tous les restaurants avaient fermé et qu'il n'y avait aucune possibilité de commander. Il y avait très peu Uber Eats, ça venait d'ouvrir en Suisse. Le modèle de Dark Kitchen n'existait pas du tout. On a vu qu'en France, du coup, le modèle Dark Kitchen était en train d'exploser. On a vu qu'aux États-Unis, il était en train d'exploser. En Suisse, ça n'existait pas. Du coup, on s'est dit, OK, il y a quelque chose à faire. Faut lancer un restaurant en Dark Kitchen. Donc là, on avait le cuisinier, c'était magnifique. On avait la personne pour la com, parce que Grégoire est très très fort en com. Pour moi, c'est un crack absolu. Il sait vous raconter des histoires. Je vous invite à regarder nos réseaux sociaux, mais c'est des microfilms qu'il va faire et vous emmener dans un monde. Et les 3 compétences qu'il faut finalement dans un business de restauration, il faut quelqu'un qui sait faire à manger. Vous allez vraiment de la nourriture, c'est le produit. Il faut quelqu'un qui sait mettre en valeur ces produits-là et les communiquer, qui va ramener du monde, Grégoire. Et il faut quelqu'un qui puisse gérer et développer une entreprise, qui était plutôt mon profil. Et du coup, tous les 3, on s'est parlé, on s'est dit, OK, les gars, il y a un truc de dingue à faire en Suisse, il faut lancer une Dark Kitchen. Et après, on a cherché le concept. Donc derrière, on est des gens qui ont beaucoup voyagé, qui s'intéressent à plein de choses et autres. Et du coup, on a beaucoup réfléchi. Et c'est un peu cette déduction que je vous disais au début sur le non-crisp, c'est qu'on a vu que les modes en restauration, elles changent énormément. On a vu que le format burger, bien sûr que c'était un format gagnant. Il y a le format pizza qui est un format gagnant, le format wok, le format tacos et autres. Mais on s'est dit, nous, en fait, on a envie de créer tout le temps et de pouvoir toujours s'adapter aux tendances et d'avoir finalement un horizon de création illimité. Du coup, on s'est dit, OK, il nous faut un bruit. Il faut que ça soit une texture. À la place, justement, choisir une origine ou un format, une texture. Et on est parti sur le croustillant. Parce que déjà, on est des gens, on aime bien croustiller dans la vie. On est des gens décrispés. Et on aime bien avoir ce côté-là, dévergondé, on va dire, inventer, avoir des expériences croustillantes, s'amuser. Et donc, ça nous allait très bien sur la philosophie de la boîte. Et au-delà de ça, surtout, on peut s'éclater sur la création. C'est-à-dire qu'avec un créateur comme Antoine, qui a vraiment des recettes tout le temps en tête, on peut aller faire de tout. On peut faire croustiller en couscous. On peut faire croustiller n'importe quel plat. Il y a aucun problème. C'est juste des textures à travailler et autres. Et on peut faire de la junk food, on peut faire du healthy food, on peut vraiment aller s'amuser. Et du coup, on s'est lancé comme ça. L'histoire, elle est sympa parce que du coup, on a l'idée de lancer une marque de Dark Kitchen. On cherche la marque, on trouve Crisp. On se dit, OK, les gars, c'est une idée de ouf, ça va fonctionner. Sauf qu'il faut de l'argent pour lancer et on n'a pas d'argent. Et en fait, le père d'Antoine, lui est un entrepreneur qui a réussi dans la vie et autres. Et du coup, on lui parle de cette idée. Il dit, OK, les gars, vas-y, testez. Pour créer une SARL en Suisse, il faut 20 000 francs, qui est l'équivalent de 20 000 euros. Enfin, c'est un peu plus, mais 21 000 euros. Il nous a prêté cet argent-là. On a cherché du coup une cuisine, sauf qu'avec 20 000 francs, normalement, on n'ouvre pas de cuisine. On a trouvé en fait en bordure de la ville de Lausanne, dans une zone qui s'appelle Écu Blanc, une espèce de grosse zone industrielle pas du tout accueillante. Au 2e étage d'un bâtiment, il y a une énorme cuisine de production traiteur. Donc c'est un traiteur très connu dans Lausanne qui utilise cette cuisine de production. On allait le voir, on m'a demandé est-ce qu'on peut te louer un petit espace de ta cuisine. Et est-ce que tu as des machines à nous prêter? Ouais, vas-y, je vous prête ces machines-là et autres, et on va lancer une Dark Kitchen. Alors lui, il n'y croyait pas du tout. Vraiment, c'est une zone paumée. Vous arrivez sur place, il n'y a pas de restaurant, il n'y a rien. C'est des énormes bâtiments avec un garage à côté. C'est pas du tout accueillant. Et du coup, il nous a prêté une partie de sa cuisine, plus les machines, les friteuses et tout ce qu'il fallait pour lancer la production, pour 1 200 francs par mois, ce qui est absolument rien. Donc quasiment pas de capex. Un peu de capex pour la forme juridique, les packs d'associés et autres. Donc c'était à peu près 3 000 francs. Et on s'est lancé comme ça. On a mis notre produit sur Uber Eats. Et ça a cartonné. Et pour vous dire, les 20 000 francs, on les a remboursés en 2 mois et demi. Donc voilà. Et après, il y a plein de... Donc vos premières galères vous permettent de vous réunir, de conjuguer vos forces. Exactement. Le fait que ce soit finalement une adresse complètement retirée, ça va bien avec une Dark Kitchen, donc ça pose pas de problème pour il n'y a pas de problème sur la localisation avec la Dark Kitchen, effectivement. Ouais. Et donc aujourd'hui, elle existe toujours cette Dark Kitchen? Vous l'avez développée? On s'est servi comme zone de production et maintenant, non, on l'a plus. En fait, si vous voulez, on a ouvert cette première Dark Kitchen et vraiment, ça a très bien marché. On en a ouvert une deuxième dans la foulée, on en a ouvert une dizaine en 2 ans et demi. 10 Dark Kitchen. On a fait Lausanne, Genève et Paris. Et Paris. Donc on a fait les fous, quoi, tu vois, parce qu'on allait super vite et autres. Pour vous dire, on dormait dans notre cuisine au 2e Dark Kitchen, on dormait dedans, on se lavait à la plonge le matin. Enfin, c'est vraiment, c'était la guerre. C'était la guerre, c'était l'aventure. Et je pense que ça, c'est un truc dans l'entrepreneuriat le plus important parce que c'est dur l'entrepreneuriat, réussir c'est une chose, mais en fait, faut aimer l'aventure, faut aimer les galères, faut les apprécier. Et donc, je pense qu'il faut bien s'entourer avec des personnes avec qui on s'entend bien, être très complémentaires et adorer l'aventure. Et finalement, dormir par terre dans la cuisine, on n'avait même pas pris de matelas gonflable, donc c'est-à-dire qu'il y avait des rideaux dans cette cuisine-là à la base, on a pris les rideaux, c'était notre couette et par terre, on dormait à même le parquet. Ça faisait mal le matin quand tu te réveillais, mais au moins t'avais envie de te réveiller. T'étais obligé. Mais on aimait. On aime l'aventure. Et en fait, tu vis ton histoire comme dans les films et tu la vis et t'avances et t'ouvres. Et du coup, on a ouvert plein de Dark Kitchen comme ça. Magnifique. Donc ça forge votre expérience.
Exactement. Et ce qui est bien dans le modèle Dark Kitchen, alors après, je vais le critiquer très fortement après le modèle Dark Kitchen, mais nous, on était les premiers en Suisse à faire de la Dark Kitchen. Donc effectivement, déjà, on est arrivé sur un marché qui était vide. Donc c'était magnifique, avec une marque qui était cohérente, avec tout l'aspect, je vous parlerai après de la marque Crisp, parce qu'on est très éco-responsable, très éthique, grosse communication et autres, mais marque cohérente sur un marché vide, donc du coup, on a forcément cartonné. Et derrière, on en a ouvert beaucoup, ouais, effectivement. Après, je peux vous critiquer, vous voulez que je vous la critique Alors, maintenant comment on peut après parler de marché vide alors que, en fait, vous êtes quand même en concurrence avec d'autres restaurateurs, d'autres offres de restauration, pardon, en livraison notamment? Ils ont mis du temps. En D'accord. fait, il faut prendre en compte que Paris est quand même très développé sur la nourriture. Je viens de Paris à la base. C'est très développé. Donc, quand Uber Eats est arrivé, Uber Eats, je ne sais plus en quelle année c'est arrivé à Paris, mais directement, les gens ont pris le pli, ont passé des commandes. La Suisse, il y a toujours un temps de retard, on va dire, par rapport à la France, comme la France a un temps de retard par rapport aux États-Unis. Et en fait, finalement, en Suisse, Uber Eats est arrivé pendant mes études. Je ne me rappelle plus exactement l'année, mais je dirais 2018. 2017, avant c'était des entreprises locales, le temps que les restaurateurs qui sont en général des restaurateurs traditionnels, qui sont pas forcément dans la start-up, les nouvelles technologies, le digital, c'est le restaurateur qui vit dans son restaurant On dit, ouais, on prend à côté. 30%, Mais qu'est-ce que vous me faites? Ouais. C'est ça. C'est quoi votre truc? Une tablette et autres? Enfin, c'est pas, ils comprennent pas les mecs à la base. Et donc du coup, il y a très peu de restaurateurs sur Uber Eats et une offre qui était pas magnifique, c'est-à-dire qu'on trouvait des pizzas et des burgers, mais c'était pas de la qualité. Il y avait pas de marque, à vrai dire, sur Uber Eats. On était en fait la première marque, je pense, sur Uber Eats à éclore en Dark Kitchen. Fortement distingué. Très fortement distingué. Alors là, on arrive à une partie où vous êtes bien développé. On se développe. Et donc, qu'est-ce qui vous passe par la tête? Parce qu'aujourd'hui, vous avez une marque qui se décline en restaurant. En restaurant À physique quel moment, maintenant, en justement crisposphère. Alors, c'est quoi la important. transition entre Dark Kitchen et aujourd'hui Alors en fait, ce donc point de restauration? déjà, il y a plusieurs choses. On allait très vite, parce qu'on est déjà ambitieux, et je vous parlerai après, on a vraiment des grosses ambitions et autres. On allait très vite dans le marché de la Dark Kitchen, sauf qu'on a vite remarqué que le marché de la Dark Kitchen, à la base, qui était vide, après, il y a plein d'acteurs qui sont arrivés. Il y a très peu de barrières à l'entrée de la Dark Kitchen, on peut la faire partout. Pas de capex, pas de fonds de commerce, pas avoir d'équipe de salle, de service et autres. Donc finalement, il y a plein d'acteurs qui sont arrivés sur le marché de la Dark Kitchen, en Suisse, en France. Et en même temps, du dumping, c'est-à-dire que on voit les en acheter en offert. Si vous allez sur Uber Eats aujourd'hui, en général, on commande en acheter en offert et tout le monde est en acheter en offert. Des grosses commissions, je pense que vous les connaissez bien, les fameux 30%. Et quand vous rajoutez le en acheter un offert plus les 30%, et quand vous faites un produit qualitatif, parce qu'une Dark Kitchen de base, c'est plutôt une marque qui va aller mutualiser plusieurs marques, enfin c'est plutôt un restaurateur qui va mutualiser plusieurs marques à l'intérieur d'une seule cuisine. La personne va faire des pizzas, avec les produits des pizzas, elle va faire des burgers, avec les produits des burgers, elle va faire des pâtes. Ça fait 3 marques et du coup 3 volumes. Nous, c'est un produit très qualitatif, c'est du fait maison. On va travailler une vraie matière, on se fournit localement sur le poulet, donc ça coûte vite très cher. On paye bien nos employés aussi. En général, les Dark Kitchen, c'est pas forcément la spécialité de bien payer ses employés. Je vous parlerai aussi de ça, c'est intéressant sur le management, notre fonctionnement. Et en fait, on a vite remarqué que la Dark Kitchen, alors certes, on était connu, ça faisait du chiffre, mais quand vous faites un gros chiffre d'affaires, mais qu'en bottom line, vous avez que 2% de résultats, vous dites, OK, il y a un problème quand même. Et au-delà du résultat, comme je vous dis, on est ambitieux. Nous, notre ambition, c'est de créer la future chaîne de restauration rapide, en tout cas un acteur majeur de la restauration rapide. Et donc forcément, il fallait aller vers la restauration physique. Et du coup, après 2 ans et demi d'activité, après donc avoir des Dark Kitchen à Lausanne, Genève et Paris, on s'est dit OK, on va ouvrir la première crisposphère au monde, donc un lieu dédié à la croustillance, et donc notre restaurant physique. Et là, après, je pense qu'on a un sujet là-dessus, mais là, du coup, on est allé lever des fonds pour aller acheter le fonds de commerce, faire les travaux et réaliser notre première crisposphère. On a levé les fonds, on a trouvé le local qui était à Bonne Nouvelle à Paris. Sauf que là, Suisse, changement de juridiction, fin 2023, l'année noire. En gros, si vous voulez, donc de base, c'était des indépendants, comme en France, c'est des indépendants, les livreurs. Sauf qu'en Suisse, ils ont changé la juridiction et ça a dû être des employés, les livreurs. Donc Uber Eats ne pouvait plus prendre des indépendants, a dû passer par des sociétés de livraison. Et sociétés de livraison, du coup, sous-traiter la livraison pour Uber Eats. Et par exemple, le marché lausannois qui avait, je sais plus, 1400 livreurs, du jour au lendemain, quasiment, enfin une semaine, 2 semaines, il n'y avait plus que 350 livreurs. Et la même chose à Genève. Donc on s'est retrouvé divisé par 4 le nombre de livreurs, sauf que nous on est en bordure des villes. Donc c'est-à-dire que Uber Eats ne pouvait plus assumer les livraisons, donc on n'apparaissait même plus des fois sur l'application Uber Eats. Et quand on apparaissait et que le client pouvait commander, le client recevait sa bouffe 2 heures plus tard, quoi. Donc en fait, dans le coup, on se retrouve... ça dégrade totalement l'image. Ça dégrade l'image de la marque, ça dégrade le bénéfice. Il n'y a plus de bénéfice, du coup, tu commences à perdre de l'argent parce que tu as des salaires fixes, en plus qui sont bien payés, tu as une matière première qui est qualitative. Surtout et tu fais beaucoup moins de volume. Les salaires suisses, ils sont chers, c'est très cher. Et du coup, on se retrouve en fait juste après la levée de fonds qui était censée nous permettre d'ouvrir notre premier restaurant physique à gérer une période de crise
Donc on s'est retrouvé à fermer 10 dark kitchen, à tout pivoter. Finalement, on est allé ouvrir notre première Crisposphère au monde à Lausanne, dans la ville où on s'est lancé. Et on a enchaîné après, on a eu 2 crédits aussi pour nous accompagner. Et on a ouvert cette première Crisposphère, fermé toutes les dark kitchen. Donc là, vous vous retrouvez du jour au lendemain à tout fermer, tout régler. C'est une grosse période de crise qui est stressante, mais c'est l'aventure encore une fois. Et quand on est bien accompagné et qu'on aime bien l'aventure et qu'on a une vision et qu'on est persuadé qu'on va y arriver, on y arrive en général. Et du coup, on a ouvert cette première Crisposphère au monde en Suisse finalement. Et ça a cartonné. Ça a cartonné. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Donc finalement, le plan de départ a été respecté. C'est juste que on a dépensé plus d'argent qu'on avait prévu parce qu'il y a mais du coup, un à ce pivot à moment-là, du coup, quand tu lèves tes fonds, en fait, tu comptes garder ce modèle un peu hybride entre la dark kitchen et ouvrir un restaurant physique. Et à ce moment-là, pourquoi, parce que là, tu n'es pas encore en période de crise, à ce moment-là, pourquoi tu vas vers cette levée de fonds plutôt qu'aller chercher de la dette bancaire classique? Je vais essayer cette levée de fonds pour plusieurs choses. Parce que déjà, dans le développement, ça demandait beaucoup d'argent. Et pour avoir même de la dette bancaire, il faut avoir un capital pour apporter. Donc, il faut avoir en général 20% de la somme. C'est ce qui est demandé. Il fallait l'avoir, c'est 20% de somme. Et surtout, sur les travaux et toutes les prévisions et tout, c'est quand même des Crisposphères qui coûtent cher. C'est un CAPEX qui était à 850 000. Donc, ça fait quand même beaucoup d'argent. Donc, tu pouvais pas tout financer par la dette bancaire. L'idée, pour répondre à ta première question, on voulait effectivement garder ce modèle hybride, c'est-à-dire que la dark kitchen, c'est un très bon modèle pour se régler et faire connaître son produit à moindre coût. Tu arrives dans une ville, tu mets ton produit sur Uber Eats et sur différentes plateformes, tu fais de la com, les gens peuvent commander, tu vois un peu l'attrait des gens, le positionnement prix et autres. Après, tu regardes où c'est que tu as le plus de commandes, tu géolocalises, hop, tu dis on ouvre ici. C'est pas mal comme étude de marché et tout, et c'était un peu le modèle. C'est-à-dire qu'on gardait les dark kitchen qui étaient rentables, d'ailleurs on pivotait en restauration physique, et ces dark kitchen, elles sont rentables à continuer à tourner, et pour aller activer les villes, on ouvrait une dark kitchen, on activait la ville, on repérait la localité où il fallait ouvrir, et hop, on implantait un restaurant physique. Finalement, on s'est dit qu'on pouvait implanter des restaurants physiques directement, suite à la crise de la dark kitchen, et aussi, il y a un truc qui nous plaisait pas dans la dark kitchen et qu'on réalisait petit à petit avec le temps, c'est qu'on est une marque très éthique, donc je vous le fais rapide, mais au-delà de l'aspect éco-responsable, donc on se fournit localement, 50% de la carte est végé, il y a même des produits véganes, on essaye de faire les choses bien, on fait pousser nos plantes, enfin vraiment on va très loin dans l'éco-responsabilité, on est très éthique avec nos collaborateurs, c'est-à-dire que 10% de l'EBITDA est redistribué aux équipes, équitablement au prorata du nombre d'heures, donc c'est un modèle un peu entre le capitalisme et le communisme, c'est-à-dire qu'il y a du chiffre d'affaires, il y a du bénéfice, sur le bénéfice, eux ils ont leur salaire, ils n'ont pas pris les risques, mais sur le bénéfice ils touchent une partie, parce que finalement c'est les personnes qui travaillent dans le restaurant qui créent la plus-value aussi. Donc ce modèle-là hybride est... Non, c'est très beau et je pense que on n'a pas de turnover depuis 2 ans. Enfin, je pense que c'est finalement l'avenir du management dans plein de domaines, mais notamment dans la restauration, et ça se fait pas du tout. Et du coup, la dark kitchen, par contre, c'est pas du tout éthique la dark kitchen. Si on regarde les livreurs, ils sont sous-payés. Il y a tout ce modèle-là où des gens qui prennent des licences Uber Eats, qui les sous-louent à des livreurs qui n'ont pas les papiers. C'est pas du tout éthique. Et finalement, une marque qui se veut très éthique, de le faire en dark kitchen, ça va pas du tout. Donc c'est pour ça qu'en restauration physique, du coup, les clients viennent, il y a à emporter. Alors on utilise Uber Eats encore, mais déjà en Suisse, c'est sous-traité. Et voilà, les 75% du trafic est sur place ou emporté. Donc du coup, ça se rapproche beaucoup plus de nos valeurs. Bon, déjà, je te remercie pour cette première partie. Donc on vient de terminer l'entrée. Ouais. Justement, elle était costaud. Hein, ouais. L'entrée. Faut garder de la place, les gars. Plus fin. Mais c'est intéressant en fait la transition que tu nous offres là sur la partie du financement, parce que c'est vraiment un sujet qu'on aborde peu à table. Et aujourd'hui, justement, ce qui nous a poussé aussi à t'inviter, en dehors de ton projet qui est assez atypique, c'est aussi... Il le vend bien, hein. Il le vend bien, ça donne envie de croustiller. Tu nous as dit que je l'ai pas vendu encore, j'ai pas vendu. Je sais qu'il y avait la partie communication, mais tu as aussi cette partie-là, j'ai l'impression. On est des crispeurs. En tous les cas, sur la partie financement, et comme on l'a dit en début d'émission, c'est sans filtre justement qu'on aborde tous ces sujets-là. On a beaucoup d'entrepreneurs qui décident d'entamer cette partie-là de levée de fonds pour se développer à un moment critique de leur business. Vous le faites à un moment justement très délicat pour vous. Vous recevez ces fonds, vous ne pouvez pas les utiliser pour les raisons pour lesquelles vous aviez prévu de vous développer. Exact. Et pourtant, vous continuez, vous avancez là-dessus. Et ce qu'on aimerait que tu partages avec nous, c'est cette expérience-là que tu as vécue. C'est d'abord, comment vous vous êtes préparé à cette levée de fonds que tu as déjà évoqué tout à l'heure, et ensuite, comment on arrive à convaincre des investisseurs. Tu nous diras s'ils sont français, s'ils sont suisses, comment vous les avez convaincus de votre projet et de votre développement, parce qu'aujourd'hui, un investisseur qui met 1 million chez vous ou dans la tech, il ne va pas forcément recevoir les mêmes résultats. Donc, comment vous les arrivez à les convaincre? Et ensuite,
Quelles sont les perspectives sur cette levée de fonds? Tu voulais Tu voulais ajouter rajouter quelque chose? Non, ouais, surtout que c'est vrai qu'il faut quand même rappeler le contexte. On est quand même en sortie de Covid. La restauration, ça a pris une grosse claque dans le cou. 2023, ouais. C'était une grosse claque. C'était pas facile. Il y a eu la crise ukrainienne aussi qui a fait péter a toutes les enchaîné. matières premières. On a une époque aussi où dès que tu mettais IA sur ton business plan, tous les gens t'ouvraient leur portefeuille. Du coup, là, quand tu arrives en disant je veux faire croustiller de la bouffe, Je veux changer le monde de la restauration. Éclate ton pitch. Non, pas du tout, mais c'est je vais, très ex- je vais, important. je vais ex- parce que là, comment il nous l'a vendu, moi, je suis pas investisseur. vendu Il y a un mec qui me dit ouais, je vais faire une IA qui va révolutionner le monde, ou Comment on va faire un truc super croustillant. Comment t'arrives à avoir les sous? Ouais. Bah alors déjà, c'est deux business différents, hein. L'IA, tu peux inventer une IA, effectivement, des valorisations, elles sont très hautes. Mais derrière, 2 ans plus tard, il peut y avoir une autre IA qui est Ouais. à la vente et qui te bouffe complètement le marché. Alors que la restauration, c'est un besoin primaire, tu réponds à un besoin de manger. Le marché se renouvelle tous les jours. Le marché de l'IA se renouvelle tous les jours, celui de la restauration se renouvelle tous les jours, mais c'est un marché physique et techniquement, si tu arrives à créer une marque forte, tu es un marché périn. Tu vois, tu arrives à durer dans le temps. Après, bien sûr, il y a plein d'outils. Alors, pour vous répondre à toutes vos questions, première étape, avant de faire une levée de fonds, il faut bien comprendre ce que tu es en train de faire, comprendre sa marque. Tu vois, là, quand je vous dis, je ne vous l'ai pas vendu, parce que pour l'instant, je vous décris notre projet entrepreneurial, mais première étape, c'est comprendre sa marque. Je pense qu'il y a un truc, et nous, on a mis du temps à l'avoir, c'est quoi ta mission? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu réponds à quel besoin? Parce que ok, je fais manger les gens, mais là, tu vends rien et tu crées pas de marque. Et je pense que la première chose, surtout quand tu fais de la restauration rapide, c'est de créer une marque. Comment de créer une marque? Comprendre une mission. Nous, on se l'est trouvé. Cette mission, c'est de reconnecter la restauration rapide aux attentes actuelles. Je vais vous l'expliquer et là, je vais vous le vendre du coup. C'est important. Donc, on s'est dit, ok, nous, pourquoi on reconnecte la restauration rapide aux attentes actuelles? Il faut rallier cette mission. Comment on fait pour répondre à cet objectif-là? Bah, nous, on le décline en 3 points. Premier point, l'expérience client. Expérience client, pour vous la parler rapidement, dans la restauration rapide, à la base, quand ça s'est inventé, c'était tout simplement servir un produit rapidement. Ouah, dingue, je commande quelque chose, je les reçois en 5 minutes, McDonald's, on a tous vu The Founder et autres. C'était comme ça que c'est arrivé. Après, les différents acteurs sont arrivés sur le marché de la restauration rapide, ils ont dû se différencier. Donc, tu as une différenciation de produits, c'est moi qui ai le meilleur burger, c'est moi qui ai la meilleure pizza. Après, tu as eu l'époque du branding, on voit des Pokawa, des Big Fernand qui sont arrivés avec des images différentes. Et pour nous, maintenant, on est dans une génération où c'est l'expérience client. C'est-à-dire que si tu fais l'effort, ce que tu peux commander, tu fais l'effort de sortir de chez toi pour aller manger dans un concept de restauration rapide, tu veux vivre une histoire, tu veux rentrer dans un monde, vivre une aventure et surtout pouvoir la partager et en sortant avoir quelque chose à raconter. Et chez Crisp, nous on crée une expérience croustillante. L'expérience croustillante, tu rentres dans le monde de la croustillance, c'est pour ça que notre slogan c'est le moment croustillant, on va te le faire vivre. Ça part de plusieurs choses, comme je disais déjà ça part de la texture. On s'appelle Crisp, c'est RRSP, c'est imprononçable, il n'y a pas de I. C'est quoi ce truc? Ça fait parler, putain j'arrive pas à dire leur nom, et tu vois, ça fait déjà parler. Tu rentres, rien que par le nom ça, on peut s'adapter à toutes les tendances comme je vous l'ai dit. D'ailleurs, tu mets un pied dans notre restaurant, dans une crisposphère. Déjà, tu vas dans une crisposphère, encore une fois, vocabulaire, éléments de langage. Tu mets un pied, tu as tout le monde en veste de chef. Je t'ai pas encore dit que c'était de la qualité. Tu vois l'ensemble des équipes en veste de chef cuisinier haut de gamme. Tu dis, ah ouais, ok, ça a l'air pas mal. Tu regardes en face de toi, tu vois un grand menu. Sous le grand menu, tu vois des grandes fermes de micro-pousses et tu vois des gens en train de récolter des petites plantes. Là, je t'ai encore rien dit, t'as juste mis un pied dans mon restaurant, tu dis ah ouais, c'est de la qualité, c'est premium, ils ont des vestes de chef, et ah ouais, c'est éco-responsable, ils font pousser leurs plantes là-bas. Je t'ai toujours rien dit. Derrière, tu veux commander, tu regardes tous les noms, Cresplosion, Crispy, Sans Scrupule, tout avec des R en folie et qui croustillent. Tu dis ah ouais, ok, je rentre dans un univers, l'univers du croustillant, tu reçois ton plat, ça croustille. Une fois que tu ressors, je te garantis, t'as une histoire à raconter, t'as vécu le moment croustillant. Et du coup, t'as vécu une expérience client marquante, mémorable. Et ça, selon nous, c'est ça fait partie des nouvelles attentes de la génération. Quand tu fais l'effort de sortir chez toi, tu veux vivre une expérience. Nous, on te propose l'expérience croustillante. On est identifié. Deuxième pilier pour répondre à notre mission de reconnecter la restauration rapide aux attentes actuelles, c'est l'engagement éthique et éco-responsable. Là, je vous parlais du côté client. Maintenant, je vais vous parler du côté management interne. L'éthique, justement, ça c'est très important. Le marché de la restauration, c'est un marché très difficile. Les employés en général, ils sont pas bien payés. Les horaires sont difficiles. On bosse le week-end, on a des horaires archi durs. Tu tapes des rushs immenses. T'es en train de bosser, tu fais des burgers et ça fonce. C'est des marchés difficiles, précaires. Et en général, il y a beaucoup de turnover parce que les personnes, elles sont pas reconnues dans le concept dans lequel elles vont travailler. C'est souvent des étudiants ou alors c'est des personnes qui vont pas bien gagner leur vie, sentent pas forcément bien dans leur travail et qui vont souvent en changer. C'est pour ça qu'il y a énormément de turnover dans la restauration. Ce turnover, non seulement c'est pas éthique, mais au-delà de pas être éthique pour l'entreprise, c'est des frais pour reformer une autre personne. Et en plus, ça va influencer l'expérience client parce que la personne qui est en train de se former, elle va être moins bonne que la personne qui était déjà expérimentée. Et nous, en fait, on a complètement contrecarré cet aspect-là. C'est qu'on a appliqué la transparence des comptes. C'est-à-dire que chaque personne chez Crisp, tous les 6 mois, on a une réunion d'équipe dans les 2 pays, donc ou France et Suisse. On leur montre l'ensemble du compte de résultats dans le point de vente dans lequel ils travaillent, son courant de tout. Chiffre d'affaires, coût matière, coût des salaires, tout. Les loyers, tout, jusqu'à la bottom line
et l'EBITDA. Rien qu'en faisant ça, la personne, elle se sent considérée. Tu es en haut de la pyramide de Maslow. La personne, elle se dit, OK, je suis au courant des flux financiers de l'entreprise dans laquelle je travaille. Donc, elle se sent respectée. Elle n'a plus l'image du patron véreux qui se fait de l'argent sur ses côtes. Et on allait même plus loin, on intéresse à 10% de l'EBITDA. Donc 10% de l'EBITDA, on le prend et on le répartit équitablement au prorata du nombre d'heures faites sur la période. C'est des périodes de 6 mois. Donc là, on redonne du sens aussi au métier, aux personnes. Et en fait, on les met au même niveau que nous. C'est-à-dire qu'avec cet aspect-là, on aligne les intérêts actionnaires et les intérêts employés. Tout le monde a les mêmes intérêts. L'actionnaire, le directeur ou le plongeur, on a tous les mêmes intérêts. On veut faire du chiffre d'affaires, on veut respecter les coûts, on veut fidéliser la clientèle, on veut pas avoir trop de coûts de salaire. On comprend quand on te coupe ton chiffre parce qu'il n'y a pas assez de volume. Tout le monde comprend tout et a les mêmes intérêts. Et du coup, pas de turnover depuis 2 ans et des équipes très épanouies. Ça, pour nous, ça permet de reconnecter la restauration rapide aux attentes actuelles. C'est pas du tout ce qui se fait à l'heure actuelle. Et ce style de management, non seulement c'est éthique, mais au-delà de ça, ça épanouit plein de gens. Et ça permet de se projeter dans l'avenir. Et pour nous, c'est le nouveau modèle de management de la restauration rapide. Et j'espère qu'on deviendra tellement gros que tout le monde devra le faire. Si Chris devient gros, les gens ne voudront plus bosser à McDo, ils vont bosser chez Chris. Et deuxième point, juste sur cet aspect-là, l'aspect éco-responsable, je vous en ai déjà parlé, mais on fait du véganisme, on se fournit localement, on essaye d'avoir le moins d'impact négatif possible sur notre planète. Et en étant engagé éthiquement fort et éco-responsable et écologiquement fort également, on reconnecte la restauration rapide aux attentes actuelles. C'est logique et on n'a rien inventé. C'est logique. Et le dernier point, et je vais aller très vite, c'est l'interaction client pour reconnecter la restauration rapide aux attentes actuelles. Avant, on mettait des gros panneaux publicitaires sur le bord des autoroutes. Maintenant, c'est l'époque de TikTok, d'Instagram. Il faut créer des histoires. Il faut essayer d'être le maximum viral. Il faut créer une communauté autour de sa marque, la réunir, la divertir. Et nous, là-dessus, on est très fort. Sur nos réseaux sociaux, on a plus de 100 000 abonnés sur TikTok. On va raconter des histoires, mettre en valeur notre marque, raconter ce qui s'y passe. Et en fait, on va avoir une vraie communauté qui te permet d'avoir une acquisition à moindre coût, parce qu'on ne paye pas. C'est de la création de contenu, donc c'est du temps passé. Et derrière, ça te permet aussi d'avoir des retours clients et des gens qui te suivent. Et à chaque ouverture, les gens ils vont te suivre et tu as une vraie communauté qui accompagne ta marque. Et en étant les meilleurs, du coup, en expérience client, en engagement éthique et éco-responsable et en interaction client, selon nous, si on est les meilleurs dans ces 3 points-là, on répond à notre mission de reconnecter la restauration rapide aux attentes actuelles. C'est simple. Mais voilà, déjà, en ayant ça, on parlait de levée de fonds, tu sais ce que tu fais. Je viens de te décrire le truc, tu sais, OK, j'ai compris ce qu'ils font. Je vois où ils veulent aller. Il y a une vision, c'est clair. Toi, là Justement, c'était ma question, parce que franchement, déjà, présentation très claire et très inspirante. OK, j'ai un beau concept, un bel univers, il est très clair. Il y a de l'éthique. Moi, je suis investisseur et je me demande si j'investis dans ta boîte, est-ce que ça gagne de l'argent? Exactement. Est-ce qu'avec toutes ces contraintes que vous souhaitez, j'appelle ça des contraintes, parce que d'un point de vue entrepreneurial, on voit souvent ça comme des contraintes, payer les gens plus cher, les associer Moi, aux je t'explique que c'est des avantages, justement. Voilà, c'est pour mais ça. justement, je te laisserai. Non, je sais que c'est ta manière de présenter les choses. Mais quand on est investisseur ou quand on est entrepreneur, on a souvent, dans cet écosystème, on le voit comme des contraintes. Clairement. C'est super que toi, tu le vois comme des avantages. Mais du coup, sur le plan financier, ça se traduit comment? Est-ce qu'on a quand même un bon ROI ou pas? On a un très bon ROI. En fait, c'est pour ça, tu vois, je réponds aux 2 questions en même temps. Pour aller voir des investisseurs, il faut déjà avoir compris ce que tu fais et il faut faire un pitch deck. Pitch deck, tu commences par ce que je viens de vous faire. Tu vois, OK, le mec, il a compris maintenant. Après, ce qui l'intéresse, c'est les chiffres et combien d'argent il va gagner. Parce que l'investisseur, c'est un capitaliste, il est là pour gagner de l'argent. Et donc, moi, derrière, moi ou tout le monde, hein, tu fais des PNL. Tu montres tes résultats actuels avec l'argent que tu souhaites lever, ce que tu vas faire. Et comment ta boîte va être en général, tu montes ta boîte tu peux aller minimum 3 ans, mais ce qui est bien, c'est de montrer 5-7 ans. Et en fait, l'horizon d'un investisseur en général, c'est qu'il veut faire un multiplicateur sur 5 à 7 ans. Et il veut, par exemple, il met 50 000 € dans la boîte, il veut minimum faire x3, x4 d'ici 5-7 ans, et c'est à toi de défendre pourquoi ce mec-là va gagner de l'argent. Donc derrière, tu fais ton PNL. Donc nous, ce qu'on montre, c'est qu'il n'y a pas de turnover. Du coup, un chiffre d'affaires constant de croissance. Fidélisation, 80% de nos clients reviennent. Fidélisation, c'est magnifique. Comme ils reviennent, pourquoi ils reviennent? Au-delà de la marque et de la qualité produit, c'est parce qu'on a des équipes qui les fidélisent aussi et que c'est un ensemble d'équipes qui permet de maintenir ce chiffre d'affaires et cette renta-là. Nos ratios sont respectés grâce à ces 10% qui sont redistribués. Parce que finalement, 10% sur un EBITDA, ça fait même pas 1% du chiffre d'affaires. Parce que c'est la bottom line où tu prends 10%. Finalement, ce qui paraît en gros investissement comme ça, finalement, ça permet de respecter tous les ratios et de gagner beaucoup plus d'argent. Et derrière, l'investisseur, tu lui expliques ta vision, tu lui montres ce que tu vas faire avec son argent, ta situation actuelle, ce que ça va devenir. Et après, tu fais une valorisation, ce qu'on appelle. Donc, tu lui dis très bien, ma boîte, dans 7 ans, en général, dans la restauration rapide, on dit que tu multiplies les EBITDA projetés. Donc, si par exemple, une boîte mature en restauration rapide, elle doit se faire racheter, la personne, il y a plein de méthodes de calcul, mais ça peut aller minimum 6 fois les EBITDA jusqu'à 12 fois les EBITDA en fonction de la progression de la marque, si elle est à un stade de maturité, en croissance et autres.
Et du coup, tu fais tes prévisions sur 7 ans, tu lui montres tout ce que tu vas faire. Avec cet argent-là, je vais ouvrir ce restaurant-là. Avec l'argent que je vais gagner sur ce restaurant-là, je vais ouvrir ce restaurant-là. Après, avec l'argent que je vais gagner, hop, je vais soit refaire une levée de fonds, soit je vais lancer ma franchise. Et tu lui expliques tout le système pour qu'il comprenne tout. Tout doit être très clair. D'ailleurs, tu lui dis, voilà, ma boîte, dans 7 ans, elle vaut 100 millions. Je dis n'importe quoi. Hein. Ma boîte, elle vaudra beaucoup plus. non, mais elle vaut 100 millions. Si tu investis au jour d'aujourd'hui, je dis n'importe quoi, une valorisation à 10 millions. Donc, techniquement, tu vas faire x10 en 7 ans. T'es chaud ou t'es pas chaud? Et là, je t'ai tout expliqué, t'as compris ce que je veux faire, t'as compris comment je vais utiliser ton argent, t'as compris où j'en étais maintenant, t'as compris où je veux aller, t'as compris comment je vais y aller, t'as compris l'argent que tu peux gagner, je t'ai justifié pourquoi elle vaudrait cet argent-là dans 10 ans, je te justifie du coup pourquoi t'investis à cette valo-là maintenant, parce que tu vas faire en x10, c'est très intéressant. Et du coup, la personne, c'est clair. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous le faites à un moment où juste très délicat. C'était délicat, c'était pas la bonne période. Ouais. Et ça marche. Apparemment, ça marche. Vous arrivez à faire cette levée de fonds. Ouais. Est-ce que c'est plutôt des investisseurs français ou suisses qui vous ont suivi? Suisse et français, beaucoup de français quand même, parce qu'on est français à la base. En fait, c'est aussi pour les trouver, parce qu'il y avait tout ce truc-là. Moi aussi, avant la levée de fonds, ils sont où ces investisseurs? Ils sont où? Ils sont où ces gars-là qui ont de l'argent et tout? Finalement, c'est combien? Vous avez levé combien? Et je ne vais pas dire qui, mais en gros, ces investisseurs... Non, mais c'est important de comprendre un petit peu le truc et tout. Alors après, donc moi aussi, j'étais comme vous. Ils sont où ces investisseurs? En fait, déjà, il faut en parler. Donc, une fois que tu as construit ton pitch, t'en parles. Je cherche des fonds. Nous, on avait la chance d'avoir justement le père d'Antoine qui nous a accompagnés. C'est un peu notre mentor. Il nous a accompagnés depuis le début. Lui, qui dans sa boîte avait fait des levées de fonds. Je lui ai montré la presse. On a travaillé dessus et autres. Donc déjà, vous avez quelqu'un pour vous accompagner là-dessus. C'est très important. C'est parce que lui, il va ouvrir son réseau. Ok. En fait, et il a un réseau. Il a un réseau, c'est ça. Okay. Et en fait, cette personne-là, elle va dire, ok, très bien, maintenant, il faut que tu parles à lui, hop, tu fais un rendez-vous. Lui, si tu arrives à le convaincre, il va dire, ok, je mets de l'argent, attends, mais parle à lui aussi, hop, tu vas parler à lui, et ainsi de suite, en fait. Et tout le monde va te recommander. Donc, il y a cette personne-là. Mais après aussi, Friends and Family. Hein. Moi, j'ai la chance d'avoir fait une école qui est connue et des gens ont de l'argent dans ces écoles-là. T'en parles autour de toi, les gens connaissent ta marque, ils vont dire, attends, parle à mon père, parle à lui, parle à mon pote. Donc, j'ai des potes aussi qui ont investi, ou des connaissances, en tout cas, qui ont investi. Parce que tu en parles tout le temps, en fait. Pendant 3 mois. Dans vos premiers cercles, on va dire. Cercle. T'en parles. Famille, amis, les gens que tu connais, ton école. Mais Julien, t'as ça dans ton cercle, toi? T'as des amis et de la famille Moi, dans mon cercle, j'ai que Vincent. Non, mais vous avez forcément, en fait. Et en fait, c'est ça qu'on se rend pas compte parce qu'on a l'impression que c'est souvent réservé aux gens qui ont de l'argent et tout le truc. Voilà. Alors, ça tout permet. Le monde te dit ça. Hein. Grave. Ça permet d'accélérer. Nous, s'il n'y avait pas eu cette personne-là, le père de notre pote, on aurait peut-être mis plus de temps. Mais de l'autre côté, par exemple, rien que par mes propres connaissances, t'en parles à quelques personnes. Il y a forcément des gens qui vont dire, attends, parle à lui, ou alors parle à lui. Et à force de parler, par exemple, on a une personne connue dans le milieu de la restauration qui a investi chez nous. C'est après 5 rendez-vous que je suis tombé sur cette personne-là. J'ai parlé à une première personne qui n'a pas d'argent, mais qui m'a dit parle à lui. La deuxième personne m'a dit attends, parle à lui. Et à la fin, j'ai eu ce rendez-vous avec cette personne-là qui nous a accompagnés. Parce que c'est ce qu'on dit. C'est quoi le proverbe? C'est on a 3 poignées de main de n'importe qui dans le monde, 4 poignées de main. Je connais pas le proverbe, mais la phrase est bonne. C'est qu'effectivement, autour de toi, si t'en parles, si déjà t'as bien structuré, vision, ce que je veux faire, comment je le fais, où je vais, c'est facile. Enfin, faut juste expliquer l'histoire, raconter une histoire. Et que tu le parles, tu racontes tous les jours, tu vas en soirée, tu vas dans un bar, tu vas jouer au foot avec tes potes, tu en parles tout le temps. Au bout d'un moment, il y a un mec qui va dire vas-y, attends, j'ai un peu d'argent. J'ai un peu d'argent, tu vois, c'est ça. Et effectivement, il y a quelque chose, c'est des petits milieux. Nous, comme j'ai dit, je suis privilégié sur des aspects, c'est-à-dire que j'ai fait une école où des gens avaient de l'argent, donc du coup, j'ai été plus en contact. Mais il y a des gens, des potes à moi qui n'avaient pas forcément d'argent, qui m'ont permis de rencontrer des gens qui avaient de l'argent au final et qui ont eu de l'argent à mettre, tu vois. Et en fait, finalement, la personne, quand tu la sécurises en expliquant où tu vas, ce que tu fais, comment tu vas le faire, elle parie sur 2 choses, sur ton business, mais elle parie beaucoup sur toi. Si elle voit les yeux du tigre dans ta pupille, si elle voit que tu vas jamais t'arrêter et quoi qu'il arrive, tu t'arrêteras pas, en général, ça rassure. Et moi, si un jour j'ai la capacité de pouvoir investir et tout le truc et tout, et ce que je souhaite faire, c'est que j'investirai sur des humains et t'investis sur un humain. Parce que finalement, une boîte, c'est pas des mathématiques. C'est-à-dire qu'il y a plein de changements, le marché il bouge, dans n'importe quel marché, ça bouge. Donc tu peux avoir une technologie qui est apportée ou un produit, ou nous en l'occurrence une marque. Mais derrière, ça va tellement bouger que c'est l'humain qui va gérer cette boîte-là et l'équipe qui va gérer cette boîte-là plutôt, qui va créer cette plus-value-là. Et nous, notre équipe, je vous ai dit, il y a Antoine. On a le produit et le meilleur des produits, on a le meilleur des marketeurs, on a le meilleur des directeurs des opérations, Thomas aussi qui est un associé maintenant, qui vraiment est un super directeur, et moi qui m'occupe bien du gestion et développement. Donc en fait, tu as une équipe cohérente, chacun est sur son pôle, tu as des preuves derrière, et on donne tout, on est inarrêtable.
bah forcément ça rassure. Et je pense que pour donner un conseil aux gens qui écouteront et qui cherchent à faire des levées, structurez-vous un pitch et parlez-en tout le temps. Il faut être obsessionnel. T'en parles tout le temps, tous les jours. Et même si t'as pas de contact, tous les jours tu le répètes. Et tu vas à des salons, tu vas dans des incubateurs. Tout le monde, il y a des trucs. Tu vas chez Créo. Exemple. Non mais c'est vrai. Tu vas Et chez du Créo et coup, t'en parles. justement, vous avez levé combien Ouais. et vous en avez fait quoi? On a payé de la dette, hein. Mais au final, alors on a levé à peu près 600 000 euros Ok. pour environ 12% départ. C'est C'est une belle valo quand même. C'est une belle valo parce que bah, c'est projeté en fait. Cette marque-là, si elle devient grosse, ça coûte cher après. Hein. Vous regardez les gros combien ils coûtent, vous allez voir, ça coûte cher et on va devenir gros. C'est ce qu'on souhaite faire, tu vois. Et on va tout donner pour ça. Et du coup, au-delà de la valo et du montant, c'est que derrière, bah, on fait la levée de fonds, tout va bien. Et après, la crise. Vraiment, on fait la levée de fonds Vous avez votre levée de fonds et tout de suite après, vous avez. la crise qui tombe. Et d'un coup, tu te retrouves où tu perds 15 000, 20 000. Vous avez déjà l'argent sur votre compte à ce moment-là. L'argent sur le compte, ouais, mais sauf que l'argent sur le compte, il sert plus à truc, il paye de la perte, il paye de la perte. Du coup, en transparence, on réunit tous nos actionnaires. On a fait la levée de fonds deuxième semestre 2023. On réunit tous nos actionnaires en janvier. On en a 22. En janvier. En deux actionnaires. Quand En même. deux actionnaires, ouais, avec nous 3 dedans. Enfin, nous 4, du coup. Donc 18. Et Les 32 actionnaires, vous les avez 22, ouais. tous recherchés les uns derrière les autres ou c'est un ou deux qui ont été cherchés tous les autres? Comment ça t'as, je te dirais, allez, 50%, c'est un réseau via le père de mon associé, Voilà. et l'autre, c'est des têtes comme ça, un par Ah, an, d'accord. tac, que tu trouves à gauche, à droite. Et Ouais, que un travail tu... de fourmi pour aller. Travail de fourmi, c'est ça. Hein. Tu répètes tous les jours, au bout d'un moment, tu rencontres des gens, c'est logique, tu racontes une histoire, il est intéressé, il n'est pas intéressé, c'est le truc, mais derrière, tu vois, on se retrouve en janvier, on réunit tous nos actionnaires, on leur explique, crise à la Dark Kitchen, les gars, on doit pivoter plus vite que prévu. Hop, on ouvre cette Crisposphère en Suisse. Et après, bah là, en enchaînement de crédit, le fonds de commerce, je peux vous en parler avec transparence, il coûtait 550 000 francs suisses, très cher, parce que c'est très bien placé. On a négocié avec cette personne-là pour le payer en 5 ans et avec les 2 premières annuités, 50 000 la première annuité, 50 000 la deuxième annuité, donc pas cher du tout. Donc il nous restait que 50 000 de la levée de fonds, hop, 50 000, il nous restait 70 000. 50 000 de la levée de fonds qui vont là-dedans, il nous reste 20 000 après derrière faire les travaux. Les travaux, 150 000 balles, euros, francs suisses. La personne qui a fait les travaux, il nous a avancé. Il nous a dit vas-y les gars, je crois au concept et tout ça, je fais les travaux, vous me remboursez quand Tiens, vous un aurez le investisseur, truc. du coup, lui aussi. Ça devient un investisseur, tu vois, parce que tu les convaincs, t'as une vision, t'y vas. Tu vas dans ton Dès il lui reste 20 000 balles, il ouvre un truc à 850 000 balles. Il est fort quand même. Ah, mais c'est parce que les yeux du tigre. Mais- Non, mais t'y vas et ça a Faut été y un pari croire. gagnant pour tout le monde au final, tu vois, tout le monde est content. Mais effectivement, tu vois, on a eu le crédit sur les travaux, crédit sur le fonds de commerce, tout le monde nous a fait confiance et ça a ouvert. Mais du coup, le jour de l'ouverture, il faut que ça marche. Ouais. Et Et ça, donc, ça a si marché. maintenant on finit justement cette partie du plat, si on parle au présent. Ouais. où Là, on en est où là? Bah là, on a 2 ouvertures en septembre. Donc maintenant, on a ouvert cette Crisposphère, la première Crisposphère au monde quand même. C'est un grand symbole. C'est un jour férié en Suisse, non? C'est bah, l'année prochaine, là, ils sont en train de le voter. Il y a une grosse votation. Ouais. C'est-à-dire le jour du Christ. Il y a le jour du Christ et le jour du Christ. Et en plus, mon associé ressemble à Jésus, on peut l'appeler Jésus-Christ. Enfin, c'est tout un truc. Et il y a tout un vocabulaire autour de Christ. Mais là, en gros, on a 2 ouvertures. Donc, on a ouvert l'année dernière, en avril de l'année dernière. Carton plein et tout, ça marche très très bien. Donc là, il n'y a plus de problème. Hein. On est très bien financièrement et tout, ça cartonne. On a des food courts à Paris. Et maintenant, en fait, ce qu'on va ouvrir, c'est des restaurants physiques, des Crisposphères. Donc là, on ouvre une Crisposphère à Genève à la rentrée. En gros point de vente aussi à Lausanne à la rentrée. Donc on a 2 ouvertures en septembre-octobre. Derrière, après ces 2 ouvertures, on lance des pilotes de franchise l'année prochaine. Donc, on va lancer 2 pilotes de franchise. On est en train de voir avec, il y a pas mal de personnes, on a beaucoup de demandes d'ouverture de franchise. Une en France, une en Suisse. Rien, on les fait en propre, ces franchises, enfin en propre, c'est un franchisé qui va l'ouvrir, mais on l'accompagne en interne, on est en train d'écrire toute la Bible. Après ces 2 pilotes de franchise, là l'idée, on verra, mais sûrement de refaire une levée de fonds pour aller divulguer la franchise partout en Suisse et en France. Et prêcher la bonne parole. Et prêcher la bonne parole. Et permettre à tout le monde de croustiller, c'est Ouais, leur devoir. ouais. Il faut faire croustiller ce monde-là pour le rendre plus joyeux. Magnifique, en tout cas, c'est très inspirant parce que justement, ce sujet de financement, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup de nos entrepreneurs, en particulier dans le monde de la food, parce que c'est peut-être plus difficile dans cet univers qu'ailleurs. Et de voir que c'est possible, qu'il existe des voies, mais surtout d'avoir quelques conseils pour y arriver, tu nous les répéteras à la fin, justement, c'est quelque chose d'encourageant. On arrive Bah là, au il dessert. nous a donné une partie du dessert. Du coup, 2 ouvertures en septembre Bah déjà. Et septembre, après, lancement de la octobre, franchise. Et lancement de la franchise. Et du coup, bah, ce qui tombe bien, c'est que avec Créo, on a un programme
des affranchis, Des affranchis, exactement. dans lequel je participe. Et je peux Bah, vous dire parle-en, que tiens. bah, c'est super bien. Mais du coup, pour un profil comme Vincent, comment est-ce que vous pensez que enfin, un projet comme ça, c'est attirant pour le programme ou pas? Mais complètement, déjà, Vincent, il a parfaitement la philosophie du concours, en tout cas des entrepreneurs qu'on y accompagne. Et ensuite, justement, il faudra qu'on regarde les modalités. Avec plaisir. Si Vincent est intéressé par l'aventure. Non, avec plaisir, on en parle tout à l'heure. En tout cas, Du coup, le dessert, du coup, il nous a dit 2 ouvertures. Pourquoi pas mais la justement, franchise? peut-être qu'il va nous préciser. Ouais, Ça serait où? Est-ce que c'est déjà prévu dans Ouais, les en Suisse, villes, c'est déjà tout ça? signé et tout. C'est une à Genève, une à Lausanne. Donc en France, on est sur un marché de food court pour l'instant parce qu'on a transformé les dark kitchen en food court. Parce que ce qui est bien, c'est que c'est un peu la même structure de coût, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de capex, il n'y a pas besoin d'acheter un fonds de commerce et autres. C'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Julien justement. Donc on est à la Communale et on est à Boum Boum Villette, 2 à Paris. L'année prochaine, du coup, fin d'année, les 2 ouvertures physiques. Donc là, on ouvre le modèle Crisposphère, on continue. Et avec ça, après, on lance le pilote franchise parce que nous, vraiment, notre ambition, c'est de permettre au maximum de personnes de croustiller. C'est vraiment l'idée. Donc, du coup, on pense que ce qui est bien, c'est que là, vraiment, on a un modèle très bien réglé, que ça soit la marque, que ça soit les ratios. Ça fait vraiment de l'argent. C'est très duplicable. On a tout le système en place parce qu'on a quand même 4 ans et demi qu'on a créé cette marque. On a eu le temps d'y travailler. Donc, on est prêt, en fait. Et maintenant, c'est juste le faire intelligemment parce qu'il y a des franchises qui se lancent des fois trop tôt. Et du coup, c'est un raté. Nous, l'idée, c'est que tout le monde cartonne. Et du coup, on prend le temps de lancer chaque franchise. Donc, on lance d'abord 2 pilotes, un en France, un en Suisse. On les règle bien. Et derrière, après, on va permettre au plus grand nombre d'ouvrir des Du coup, Crisposphères. quand tu dis pilote, ça va être des vrais franchisés. Mais Ouais, des vrais franchisés, mais Parce que souvent, quand on dit pilote en franchise, on pense en propre. Là, vous avez déjà. en fait, on deux va pas l'ouvrir au potentiels public. Tu vois, Ok. c'est-à-dire qu'on va pas faire de communication comme quoi Crisp lance la franchise. On le fait en interne. On a beaucoup de leads entrants, des gens qui veulent ouvrir des franchises. On a déjà les localités. Pour Vous l'instant, avez déjà je peux les annoncer, franchisés. mais- Déjà le candidat. On a déjà les candidats, on a déjà les localités, on a tout en fait, tu vois. Donc là, on est en train de fixer, on va dire, l'ensemble de la Bible, les manuels opérationnels et tout ce qu'il faut. La structure juridique aussi qui va derrière. Derrière, on ouvre ces 2 premières franchises sans les divulguer au public. On règle tout et ensuite, derrière, tout le monde sera au courant qu'on peut prendre une franchise Crisp. Super. T'as envie de croustiller, Mohamed? Franchement, ça me donne envie de croustiller. c'est bon, ça. Donc, Allons croustiller. Pour l'instant, pour croustiller, on est obligé d'aller en Suisse. Non, tu Non, on peux peut aller dans aller les à- food courts en France. On peut tu peux encore aller à aller Boum en- Boum ok. Villette. Non, mais ça restera. Ok. Boum Boum Villette ou la Communale, donc Porte de la Villette ou Saint-Ouen. Super. On arrive à Bah, la c'est déjà la fin douloureuse. du repas, ouais. La douloureuse. En plus, À l'addition. il paraît qu'ils sont généreux en Suisse, ils donnent beaucoup d'argent. En Normalement, France-Suisse. c'est ce que j'ai entendu dire aussi. Du coup, c'est la première fois qu'on aura une addition en France-Suisse. Mais du coup, En CHF. CHF, c'est ça. Du coup, Vincent, franchement, c'était passionnant. On était pendu à tes lèvres pendant que tu nous expliquais. Ça nous a donné même envie d'investir carrément dans ton projet. Mais du coup, quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui a eu des étoiles dans les yeux en t'écoutant et qui se dit, moi aussi, j'ai envie de lancer mon restaurant. Moi aussi, j'ai envie d'avoir des investisseurs qui vont faire péter mon projet. Quel conseil tu leur donnerais pour créer une belle marque comme Bah, Chris, grave, simplement écoute, conseil, il y en a pas mal à donner, mais c'est après, déjà, faut s'écouter soi-même. Il y a beaucoup de gens qui donnent des conseils à gauche, à droite et tout. Des fois, faut pas écouter, faut être dans sa vision. Mais je pense bien s'entourer. Première chose, c'est surtout dans la restauration, c'est bien d'avoir des associés avec qui on s'entoure très bien. Pas de fierté avec les associés. Très important, mettre sa fierté de côté, son ego de côté, on s'en fout qui a la meilleure idée, qui est le meilleur, qui est le truc. Chacun dans son rôle, bien compartimenté, comme ça il faut des profils complémentaires. Je sais pas, toi tu vas t'occuper de la gestion du développement, toi tu vas t'occuper du marketing, toi de la food, toi des opérations. Vraiment, bien compartimenté, s'écouter, pas de fierté, réfléchir ensemble, très important. Premier truc, bien s'entourer, pas de fierté. Deuxième truc, tout donner, c'est une aventure, pas s'angoisser, parce que c'est angoissant, l'entrepreneuriat, c'est vrai, hein, et y a de l'argent en jeu, il y a ta vie en jeu et tout le truc. Il faut kiffer l'aventure, sinon faut pas faire l'entrepreneuriat, faut aimer l'aventure, ou alors il y en a qui en font mais qui vont pas être heureux avec ça. Faut être prêt à donner pour son Faut aimer travail, la à bagarre. beaucoup bosser. Faut aimer la bagarre, il faut aimer bosser beaucoup, faut être dedans, il faut profiter. Je pense qu'il faut un grand mot, faut kiffer. Faut kiffer même si c'est galère, mais ça gagne pas d'argent. On continue, on donne, avec ses associés, on réfléchit. Non mais vas-y les gars, on fait comme ça. Tu vois, faut avoir l'esprit vraiment de remise en question constante. T'es jamais le meilleur et personne n'est le meilleur. C'est pas de fierté, remise en question constante, bien s'entourer, continuer, avoir la rage de vaincre. Et après, tout va suivre parce que tu progresses. Personne n'est bon dès le départ, tu progresses. Si tu te remets en question tout le temps, tu progresses, tu apprends tous les jours et tu construis. Et pour aller lever des fonds derrière, ça sera logique parce qu'il y aura une marque en MVP. Quand tu te sens prêt et que tout est logique dans l'histoire, et je pense que tout le monde peut avoir la clairvoyance pour se dire, ok, mon histoire elle est logique et je pense que je peux aller loin. Si je récupère les fonds, si toi t'y crois, il y a une autre personne qui va y croire. Magnifique. C'est des beaux conseils. D'ailleurs, tu nous en as partagé quelques-uns même avant l'addition, Mhm. notamment d'être transparent Ouais, avec ses la transparence. investisseurs.
Avec tout le monde. Avec son équipe. et Ouais. avec l'ensemble de l'équipe. Même Ça, avec sa c'est, femme, même avec ses potes. Hein. C'est quand même beaucoup plus agréable d'être transparent. Magnifique. Ben, merci pour ce témoignage poignant, dynamique, qui donne envie. Bah, merci de l'invitation. Merci d'être venu jusqu'à nous. Donc, tu arrives de Suisse directement là. Voilà, ce matin, j'étais en Suisse. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ben, ça merci fait beaucoup plaisir. d'avoir Non, partagé mais merci de ça l'invitation, avec c'était nous cool. et avec tous nos auditeurs. On te souhaite beaucoup de réussite Merci beaucoup. dans tes projets, mais je suis sûr Je qu'on vous va souhaite la entendre même parler chose. de toi Mm. et on va tous croustiller avec toi. Exactement, crispons tous ensemble. Ouais. Eh bien, c'est la fin de cet épisode, Mohamed. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Si, comme Vincent, vous voulez passer nous voir à table ou alors postuler au concours Les Affranchises organisé par Micro Academy pour vous aussi lancer votre réseau de franchise, vous pouvez nous écrire à l'adresse contact@affranchise.fr. Merci de nous avoir suivis. Merci Vincent. Merci beaucoup. Merci Julien. Eh bien, à Et à très vite. bientôt. Allez, à bientôt, Au Mohamed. revoir. À bientôt, Vincent. À bientôt. Ciao.